Alors, comme l'a souligné la ministre, c'est un thème qui est dans l'actualité, puisque au cours du mois de juillet 2010, les Nations Unies ont reconnu le droit à l'eau comme un droit humain. Et à notre échelle, en France, une loi vient d'être adoptée sur la tarification sociale. Donc, malgré ces évolutions, il reste des questions, notamment sur la mise en œuvre de ces deux principes. Donc, il faut définir des concepts et ensuite voir comment ils peuvent s'appliquer dans la réalité. Donc, pour débattre de ce sujet, mes 4 intervenants que je remercie de leur présence. Alors, tout d'abord, Jean Marga, vous êtes hydrologue, conseiller du Bureau de recherche géologique et minière, vice-président de l'Institut méditerranéen de l'eau et membre de l'Académie de l'eau. À côté de vous, Gérard Payen, vous êtes membre du Conseil pour l'eau et l'assainissement du Secrétariat général des Nations Unies, président d'Aquafed, qui est la Fédération internationale des opérateurs privés des services de l'eau, et également auteur d'une note pour la Fondation, donc dans le cadre de ce colloque. Alain Boinet, vous êtes directeur général et fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale, qui intervient dans 16 pays. Donc, pour cette association, vous avez fait de nombreuses missions. Et vous avez donc notamment des campagnes de sensibilisation auprès des opinions publiques et des décideurs pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde. Et enfin, Denis Désy, vous êtes donc ingénieur sur l'eau de formation. Vous avez été assistant technique en Afrique de l'Ouest et depuis 2002, vous travaillez pour le programme Solidarité Eau, pour lequel vous appuyez la coordination de plusieurs programmes. Donc, c'est donc une ONG qui travaille pour l'accès à l'eau potable en Afrique. Donc nous allons donc commencer avec vous, Jean Marga, et vous allez revenir sur les raisons du manque à l'eau. Est-ce que c'est une question de carence de ressources ou de carence du gouvernement public? Eh bien, d'abord, merci beaucoup à Fondapol de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon propos va viser une seule question. C'est de savoir, y a-t-il une liaison entre la rareté des ressources en eau, selon les régions du monde, et le manque d'accès à l'eau potable, qui est une notion maintenant bien chiffrée, dénoncée depuis longtemps. Il y a déjà 10 ans, c'était à la conférence de Johannesburg qu'on disait qu'il y avait 1 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau, ce qu'on appelait l'eau saine plutôt que l'eau potable. C'était la terminologie habituelle aux Nations Unies et plutôt à l'OMS ou à l'UNICEF qui ont fait le chiffrage. En réalité, comme mon voisin l'a très bien dit dans son livre, c'est que le manque d'accès à l'eau potable n'est pas synonyme de défaut de desserte, ce qui affecte un nombre beaucoup plus grand d'individus, peut-être 3 milliards aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que dans beaucoup de médias, on a tendance à donner ce manque d'accès à l'eau potable comme un exemple d'une situation de crise mondiale de l'eau qui est souvent évoquée et qui est attachée à l'idée que le changement de climat commence à raréfier les ressources en eau, au moins dans une partie du monde. Eh bien, en fait, il n'en est rien du tout. Et il suffirait de comparer les cartes respectives faites par les Nations Unies des défauts d'accès à l'eau potable, d'une part, calculés par habitant, par pays, et puis d'autre part, ce qu'on appelle les ressources en eau naturelles, également calculées par tête et par pays. Eh bien, il n'y a aucun rapport entre ces deux cartes. Je ne regrette pas pouvoir, je les ai là, mais je ne peux pas vous les projeter, mais elles sont très différentes. D'abord, il faut constater que les populations privées d'accès à l'eau potable, la plus grande partie sont dans des régions du monde qui ne sont pas du tout pauvres en ressources en eau, mais au contraire en ressources à la fois surabondantes et peu utilisées. C'est principalement l'Afrique centrale, une partie de l'Asie du Sud, une partie de l'Amérique du Sud, et c'est là où il y a le plus de populations sans accès à l'eau potable. Et ce n'est pas du tout les ressources en eau qui sont faibles, elles sont au contraire très abondantes. Inversement, les régions qui sont menacées ou déjà affectées de situations de pénurie d'eau, on dit souvent c'est en dessous de 1000 mètres cubes par habitant de ressources qu'on commence à être en situation de pénurie, eh bien, dans ces régions-là,
qui sont principalement donc les régions arides ou semi-arides, eh bien, il n'y a pas du tout de faible accès à l'eau potable. On en a à peu près le même que dans les pays tempérés, les pays développés, comme ceux d'Europe. Donc, on constate que cette idée est fausse, et c'est plutôt, il faut l'expliquer, donc ce n'est pas la rareté de l'eau, je le répète, ce n'est pas la rareté de l'eau dans la nature qui explique ce manque d'accès à l'eau potable. Donc c'est avant tout à la pauvreté, bien sûr, on parle souvent d'ailleurs de pauvreté économique maintenant, ou tout simplement aux carences de gouvernance, de manque de services publics, qu'il faut imputer ce manque d'accès. Alors les efforts depuis une dizaine d'années pour améliorer les situations ne sont pas nuls dans un certain nombre de pays, mais probablement les croissances de population les ont à peu près annulées. Donc on est à peu près toujours dans la même situation. On répète toujours qu'il y a 1 milliard d'habitants qui ne sont pas bien accès à l'eau potable. Alors, rappelons que le rapport de Cap-Dessus, qui avait été présenté au Forum international sur l'eau de Mexico en 2003, il avait chiffré à 26 milliards de dollars par an l'investissement qui était nécessaire pour atteindre les objectifs du millénium, qui était de diviser par 2 à l'horizon 2015, ça se rapproche, la population sans accès à l'horizon. Je crois qu'on est très loin de ces chiffres-là. Alors, pour souligner, et pour terminer, pour souligner que ce n'est pas l'eau qui manque, je voudrais rappeler qu'actuellement, pour la desserte en eau, le prélèvement d'eau pour l'approvisionnement en eau potable dans le monde entier est d'environ 400 milliards de mètres cubes par an. C'est un chiffre très rond, bien entendu, on ne sait pas à 1% près. Eh bien, si on voulait généraliser l'accès à l'eau potable dans le monde entier, y compris les populations qu'il faut améliorer les situations actuellement, il faudrait augmenter cette mobilisation d'environ 50%. Ça veut dire ajouter encore 200 milliards aux 400. Un chiffre très rond, bien entendu. Eh bien, ceci ne correspondrait qu'à 5% des quantités d'eau prélevées par l'humanité. Donc, vous voyez, ce n'est pas un chiffre énorme. Et globalement, et dans la plupart des régions considérées, les ressources existent. Elles sont disponibles. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas la difficulté au niveau des ressources de la nature qu'il faut imputer cette situation grave, parce que c'est quand même grave qu'il y ait actuellement tant de milliards d'habitants qui sont mal desservis en eau potable. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute de la nature. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors Gérard Payen, je vous donne la parole. Merci. Alors, pour préparer cette réunion, j'ai rédigé un petit opuscule dans lequel j'ai essayé d'esquisser les enjeux les plus importants liés à l'eau dans le monde. J'en ai identifié 4, qui ont été largement évoqués aujourd'hui. Donc je ne vais pas revenir sur le détail de ce que vous trouvez dans cet opuscule. Je vais simplement parler d'accès à l'eau, puisque c'est le sujet de cette table ronde, l'accès à l'eau. Et je voudrais simplement dire que c'est un sujet d'une ampleur considérable. Ça concerne plus de la moitié de la population mondiale. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé. On répète à l'envi, partout, dans les médias, au niveau des gouvernements, dans beaucoup de documents, qu'1 milliard de personnes n'a pas accès aujourd'hui à l'eau potable. Ce chiffre est faux. Il résulte d'une mauvaise interprétation des statistiques internationales. Aujourd'hui, c'est entre 3 et 4 milliards de personnes, plus de la moitié de la population mondiale, qui n'a pas un accès satisfaisant à l'eau potable. Donc c'est un enjeu très très important. Alors, dans ce contexte, les questions de droit et les questions de tarification ont une importance, bien entendu, fondamentale. Alors, je vais vous parler des deux, le droit à l'eau, qui vient d'être reconnu au niveau mondial, et la tarification de l'eau. Mais ça va m'obliger à faire un petit détour par quelque chose que je suis désolé d'évoquer en cette fin de journée, parce que c'est toujours un peu désagréable, c'est l'économie de l'eau. C'est l'argent qu'il faut pour que chacun ait de l'eau. Alors parlons d'abord du droit à l'eau. Bon, le droit à l'eau vient d'être reconnu. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas quelque chose qui est une idée vague. Non. Aujourd'hui, le droit à l'eau est inscrit dans le droit international. C'est une composante d'un droit qui est inscrit dans un des 2 grands traités internationaux sur les droits de l'homme. La France en est signataire. Et ce droit dit essentiellement 2 choses. D'une part, il crée des obligations aux États
celle d'assurer progressivement, et le mot progressivement est fondamental, progressivement à toute leur population un accès à l'eau satisfaisant. Et la deuxième chose, c'est que cet accès à l'eau satisfaisant est défini. Il veut dire que l'eau doit être potable, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit accessible, dans des conditions acceptables, et que son coût soit abordable, c'est-à-dire que chacun n'ait pas une proportion excessive de son budget qui y soit consacrée. Alors, ces dimensions font que la caractéristique d'eau potable n'est pas suffisante pour assurer le droit à l'eau. Encore faut-il que l'eau soit disponible, qu'on n'ait pas à faire des kilomètres pour aller au puits, qu'on ait sa sécurité assurée en chemin, que lorsqu'on ouvre un robinet, il y ait bien de l'eau qui coule, et que cette eau ne soit pas noire, etc. C'est ça le droit à l'eau aujourd'hui. Donc c'est très concret. En particulier, les résolutions des Nations Unies, parce qu'il y en a eu 2 l'année dernière, ont tranché 2 débats. Le débat sur la gratuité de l'eau. C'est clair que le droit à l'eau, ce n'est pas le droit à avoir une eau gratuite. C'est le droit à avoir de l'eau et en y contribuant dans la mesure de ses moyens. Deuxième débat qui a été tranché, c'est le débat sur la compatibilité du métier de distributeur d'eau privé, c'est-à-dire d'opérateurs privés. Il y en a eu 2 qui sont exprimés aujourd'hui. Compatibilité de leur métier avec le droit humain à l'eau. Et les Nations Unies ont affirmé, c'est dans le texte, que cette compatibilité est totale. Les États peuvent très bien faire appel à des entreprises publiques, à des entreprises privées ou à des ONG. Économie de l'eau maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'eau? Pour financer les infrastructures d'eau, il y a plusieurs moyens, je dirais, transitoires. Mais in fine, au bout du compte, il n'y a que 3 sources de financement de l'eau. Et alors on les appelle, excusez-moi, dans notre jargon de professionnel, les 3T. Alors les 3T, cela veut dire, le premier T, ce sont les tarifs. Cela veut dire l'argent qui est payé par les utilisateurs à travers les factures d'eau. Le deuxième T vaut pour taxes. Cela signifie tout l'argent qui est mobilisé par les contribuables au travers des budgets publics. Et puis le troisième T vaut pour transfert. Ce sont les subventions qui viennent de l'extérieur. Alors pour un État, par exemple un État africain pauvre, c'est l'aide internationale. Mais pour une commune, et même une commune française, ce sont les subventions de l'État, du département ou de l'agence de l'eau. Donc au total, l'économie de l'eau, à un instant donné, à un endroit donné, c'est l'addition de ce qui est payé par les utilisateurs, par les budgets publics et éventuellement des subventions externes. Et c'est l'ensemble des 3 qui assure l'économie de l'eau et qui mesure l'effort qui est consacré à l'alimentation en eau potable et à la gestion de l'assainissement. Alors sur le plan politique, puisqu'aujourd'hui on parle politique, il y a 2 décisions fondamentales. La première, c'est quel est le niveau d'effort. Donc quand on additionne les 3 T, quel est le total consacré au secteur de l'eau? Et ça, c'est une décision politique. En Afrique, il y a des pays qui consacrent 0,5% de leur produit intérieur brut à ces 3 T. Il y en a d'autres qui consacrent 2%, 4 fois plus. Les résultats sont évidemment différents, mais c'est parce qu'ils y ont donné une priorité différente. Donc ça, c'est la première grande décision. Et la deuxième grande décision, c'est la répartition de cet effort entre les différents contributeurs, entre les différentes composantes de la société. Alors, bien entendu, cette répartition se fait à 2 niveaux. Il y a d'abord la répartition entre les budgets publics et les utilisateurs. Alors, en France, c'est beaucoup les utilisateurs, très peu les budgets publics. Mais il y a des pays où c'est l'inverse, puis il y a beaucoup de pays où c'est exactement intermédiaire. Partout dans le monde, l'eau est payée, financée par une combinaison des budgets publics et des factures d'eau. Donc ça, c'est la première décision. Et quand vous voyez mes mains, eh bien, vous voyez que dans ce domaine économique, il y a un principe hydraulique fondamental qui s'applique, qu'on appelle les vases communicants. C'est que s'il y en a qui payent plus, il y en a d'autres qui payent moins, mais l'inverse est vrai aussi. Alors ensuite, la deuxième décision, c'est la sous-répartition au niveau des utilisateurs. Et ça, c'est la tarification. Donc la masse qui doit être financée par les utilisateurs, par les structures tarifaires, eh bien, on la répartit entre les différentes natures d'utilisateurs. Et cette répartition n'est pas anodine, elle résulte d'un choix, c'est un choix politique.
on peut, lorsqu'on fait une tarification, on peut faire subventionner certains utilisateurs par d'autres. Mais là encore, les vases communicants jouent. Si certains payent moins, ça veut dire que d'autres payent plus. Je vais vous donner des exemples. Il y a des pays qui, voulant favoriser les particuliers, baissent les factures d'eau des particuliers en les faisant subventionner par les industriels. C'est par exemple le cas de la Colombie, où le prix du mètre cube pour l'industriel est considérablement plus élevé que pour le particulier. Bon, c'est une solution, pourquoi pas. Il y a des pays qui font subventionner le milieu rural par le milieu urbain. Vous en connaissez un, c'est la France. Les redevances des agences de l'eau fonctionnent comme ça. Il y a d'autres pays, comme la France, qui font financer... c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique à la France. En France, nous faisons financer ceux qui ont besoin d'un investissement lourd, aujourd'hui, par ceux qui sont déjà équipés. C'est le principe de base des agences de l'eau. Donc tout ça, ce sont des subventions, mais là encore, le principe des vases communicants est absolument fondamental. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la fixation d'un tarif, c'est l'ensemble de la structure tarifaire pour pouvoir assurer un service à tout le monde. Alors la tarification maintenant, qui est donc une partie de l'économie de l'eau, la tarification a un certain nombre de pièges. Et il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que la tarification, c'est un choix politique. Elle exprime toujours une intention politique, par exemple faire subventionner A par B, mais très souvent, les résultats concrets ne sont pas ceux qui avaient été voulus au départ. Il y a énormément d'effets pervers dans la tarification, dans ce système de vases communicants. Alors, quelques grandes idées sur des structures tarifaires qui existent dans le monde. Bon, le principe de base, on le connaît en France, c'est dans une commune, tout le monde paye le mètre cube d'eau au même prix. C'est déjà quelque chose qui, sur le plan social, est très intéressant, parce qu'en réalité, le coût de l'alimentation en eau des gens n'est pas du tout le même suivant l'endroit où ils habitent. Mais on leur fait tous payer le mètre cube au même prix. Mais aujourd'hui, dans un monde où l'eau devient plus difficile, il y a des systèmes plus sophistiqués qui voient le jour. Et par exemple, il y a le système des tranches tarifaires. C'est-à-dire, pour une première tranche de consommation, de 0 à je ne sais pas combien, une certaine quantité de mètres cubes, vous payez un certain prix. Puis au-dessus, si vous consommez plus, vous payez au mètre cube un prix plus cher. Puis si vous consommez encore plus, vous payez un prix encore plus cher. Bon, ça c'est quelque chose qui existe dans pas mal de pays. Alors, certains appellent ça des systèmes sociaux, et d'ailleurs la tranche en bas, qui est la moins chère, bien sûr, on l'appelle dans un certain nombre de pays la tranche sociale. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai. Dans beaucoup de cas, ce système tarifaire n'est pas un système social. Le fait de faire payer les mètres cubes plus cher lorsqu'on en consomme beaucoup, c'est fait pour que les gens économisent l'eau. Donc l'impact de ce système tarifaire n'est pas social, c'est un impact environnemental. C'est fait pour que les gens consomment moins d'eau. Ce n'est pas social du tout, parce que dans beaucoup de pays, je n'ose pas dire la plupart, parce que je n'en ai pas la certitude, mais dans beaucoup de pays, les familles nombreuses, ceux qui consomment le plus d'eau, c'est souvent ceux qui sont les plus pauvres. Dans les pays en voie de développement, il n'est pas rare que sur un robinet, vous ayez 3 familles. Et donc ces gens-là, ils payent la tranche la plus élevée, alors qu'à quelques centaines de mètres de là, vous avez un couple de retraités riches qui, lui, paye une tranche dite sociale. Et en 2006, il y a eu un rapport fondamental sur l'eau qui s'appelait le rapport pour le développement humain, qui a été fait par les Nations Unies, qui a cherché à comparer des systèmes de tarification. Et il a montré, alors il n'a pas pris 50 pays, mais il en a pris quelques-uns, il a montré que dans tous les pays qu'il a étudiés, où il y avait ce système avec plusieurs tranches par consommation, en fait, les riches bénéficiaient plus du système que les pauvres. Alors qu'officiellement, dans tous ces pays-là, c'était des systèmes sociaux. Donc, je crois vraiment qu'il faut reconnaître qu'une tarification qui cherche à faire payer les mètres cubes chers, c'est une tarification qui cherche à faire économiser l'eau. Alors, il y a d'autres systèmes. Par exemple, on a des voisins en Belgique qui, eux, essayent de faire payer le mètre cube dans une famille en fonction du nombre de personnes de la famille. Ils ont les moyens pour ça. C'est assez compliqué, mais eux, ils ont ce moyen. Bon, ça, c'est mieux pour une politique sociale, parce qu'en tout cas, c'est une politique familiale. On ne pénalise pas les familles nombreuses, comme dans le système précédent.
À Barcelone, il n'est pas très loin de chez nous non plus, c'est un système mixte, il y a les deux. Il y a des tranches, et puis il y a aussi ce système par nombre de personnes dans la famille. Voilà. Bon, je vais simplement dire, donc, il y a plusieurs systèmes tarifaires, ils ne donnent pas du tout les mêmes résultats, et donc il faut faire très attention. Dans la plupart des cas, on n'a pas la preuve que les intentions des systèmes tarifaires se traduisent en actes, et donc je ne peux qu'encourager les décideurs politiques, il y en a ici dans cette salle, avant de prendre de nouvelles décisions, de s'assurer qu'elles auront bien l'effet qu'ils attendent. Alors pour terminer, droit à l'eau et tarification. Ben, je dirais là, il y a vraiment deux grandes situations dans le monde. Il y a les pays en développement où des milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau, et puis il y a les pays développés comme la France. Là, ça ne se compte pas en milliards, bien sûr. Alors dans les pays en développement où il y a énormément de gens qui ont besoin d'accès à l'eau, les différentes composantes du droit à l'eau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau soit accessible, potable, disponible et d'un coût abordable, n'ont pas tous la même importance. Pour eux, la première chose, c'est qu'ils aient de l'eau. Imaginez, je dis imaginez, c'est pas très simple à imaginer, que le monde est coupé en deux. Vous avez la moitié du monde qui bénéficie d'un service public et l'autre moitié qui n'a pas de service public. Pour cette deuxième moitié, quelle est l'urgence? C'est qu'on les aide à avoir le service public de l'eau. Ça n'est pas de subventionner le prix de l'eau. Parce que subventionner le prix de l'eau, ça bénéficie aux autres. Ça bénéficie à ceux qui ont déjà la chance d'avoir accès à un robinet. Mais ça ne donne pas une goutte à ceux qui n'ont pas leur droit fondamental respecté. Et ils sont quand même la moitié de l'humanité. Donc dans ces pays-là, subventionner le prix du mètre cube d'eau n'est vraiment pas la priorité. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de subventionner, si on en a les moyens, le passage de l'un à l'autre, de faciliter le raccordement au réseau des gens qui n'y sont pas raccordés, et c'est ce qu'on appelle la subvention au branchement. Ça, c'est beaucoup plus fondamental que de subventionner le prix du mètre cube d'eau. C'est par exemple une expérience qui a été faite à Buenos Aires, où le coût des branchements était lourd, parce que c'est toujours lourd pour un ménage modeste, et le fait de les subventionner a fait exploser le nombre de personnes qui ont été raccordées au réseau, je crois, 2 millions de personnes en 10 ans. Donc ça, c'est la problématique des pays en développement. En France, le droit à l'eau, en termes de besoins, ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, il y a deux situations en France. Il y a les quelques personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y en a, et ça doit être la priorité. Je pense à un certain nombre de gens du voyage qui devraient avoir de l'eau lorsqu'ils arrivent sur une aire aménagée et qui, en fait, trouvent des robinets cassés, voire pas d'eau du tout. Ces gens-là n'ont pas le droit à l'eau. Donc ça serait bien qu'on s'en occupe. Et puis, il y a la problématique des gens qui sont ceux qui sont les plus démunis, ceux qui ne peuvent pas payer l'eau. Alors là, il est tout à fait normal qu'il y ait des systèmes ad hoc qui existent. Il en existe. Je pense que le Fonds Solidarité Logement est un très bon système. Il a été renforcé récemment grâce aux législateurs. On peut aller encore plus loin, mais là encore, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention. Par expérience, moi je vous apporte l'expérience des autres pays, les systèmes qui utilisent le prix du mètre cube d'eau comme un outil pour viser les personnes les plus démunies, souvent ne marchent pas bien. Et il vaut beaucoup mieux, comme au Chili, avoir un système qui cible véritablement les personnes les plus démunies, c'est-à-dire qui cible les personnes, non pas en fonction de leur consommation, mais en fonction de leurs revenus. Alors j'ai compris que la loi du 7 février, elle, parlait d'un système sous conditions de ressources. Ça me paraît être une excellente direction. Et donc j'espère qu'on trouvera une très bonne solution. Merci beaucoup, Monsieur Payen. Donc maintenant, une approche un peu plus de terrain avec vous, Alain Boisnet, puisque vous allez nous donner votre expérience d'association humanitaire sur ces deux questions. Oui, merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, parce qu'effectivement, l'humanitaire entre droit à l'eau et tarification sociale, c'est pas un sujet très, très simple, mais il peut être assez limpide. Donc je vais poursuivre sur ce qu'a dit bien sûr Gérard Payen. Donc peut-être quelques mots d'abord sur Solidarité Internationale, qui est une association d'aide humanitaire, qui fait d'ailleurs ses 30 ans aujourd'hui, qui fait partie de la famille Sans Frontières. On a comme métier l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la sécurité alimentaire, la reconstruction des infrastructures. On a aujourd'hui 16 missions dans le monde qui représentent environ au total 2000 personnes entre les missions et Paris. Et on intervient donc sur
dans les situations d'urgence, donc essentiellement de conflits, mais aussi de catastrophes naturelles, de l'urgence à la reconstruction, poussant la reconstruction assez loin, jusqu'au pré-développement ou au développement, quand le contexte de post-crise, de sortie de crise n'est pas encore achevé. On vient par exemple de quitter le Burundi après 15 ans, et on est toujours en Afghanistan depuis 30 ans. Et on envoie une mission d'évaluation aujourd'hui en Libye, alors qu'on se retirait de Côte d'Ivoire et qu'on y retourne compte tenu des événements. Donc on voit les allers-retours qui affectent bien sûr l'aide humanitaire et l'accès à l'eau potable, l'assainissement. Il y a des hauts et il y a des bas, c'est pas linéaire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a trois grandes situations. Pour nous, il y a l'urgence, la reconstruction et le développement. Dans certaines situations de crise, d'ailleurs, ou de catastrophe, elles sont simultanées. Vous avez parfois des programmes d'accès à l'eau potable d'urgence et à côté des programmes d'accès qui sont plus dans des processus de reconstruction, voire même parfois de développement. Donc, dans les situations d'urgence, il s'agit tout simplement d'amener de l'eau potable. Ça peut se faire dans l'extrême urgence par ce qu'on appelle le water trucking. Il s'agit simplement d'amener des camions-citernes. C'est vraiment les situations d'urgence quand il y a des déplacements massifs de population qui nécessitent très vite des quantités d'eau suffisantes, mais aussi des produits de première nécessité, de l'aide alimentaire, des tentes, des bâches plastiques, enfin bref, tout ce qu'il faut pour survivre. Entre l'urgence et la reconstruction, vous avez bien sûr tout ce qui est captage de sources, forage, avec des systèmes de distribution d'eau, des rampes de distribution d'eau, donc ces systèmes, je dirais, d'urgence, adaptés à des contextes différents. Et puis bien sûr, dans les programmes de reconstruction, on peut aller plus loin sur la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau. Et on est allé assez loin, je vais en parler, en République démocratique du Congo, puisqu'on a construit une station de rétrofiltration biologique pour répondre à des situations d'urgence dans un contexte qui commençait à se calmer. Donc, voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en matière d'accès à l'eau potable, l'assainissement, dans les situations humanitaires, en fait, on s'adresse à des populations, ou on intervient auprès de populations qui nous accueillent, qui font partie du milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim tous les jours, qui font partie des 3 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc il faut voir dans quelle situation on est dans des pays très pauvres, affectés par un conflit, qui est aussi un processus de destruction dans le temps, et puis catastrophe naturelle, qui est une destruction massive en une seule fois. Et on est souvent donc dans des pays pauvres, mais aussi des pays souvent, on parle d'État failli, ou absence d'État, ou services publics existants ou inexistants, enfin relativement inexistants. Et dans les situations de guerre civile, évidemment, vous imaginez l'ambiance. Alors, je vais prendre le cas d'Haïti. Donc, comme on a parlé de tarification sociale, j'ai quand même évidemment cherché quelques chiffres. Bon, par définition, quand on est dans des situations d'urgence, l'eau, elle est distribuée autant que possible, gratuitement. Je ne peux pas dire par là que tous les gens qui ont besoin d'eau potable en reçoivent suffisamment partout dans le monde. Et pour nous, la question ne se pose pas en termes accès à l'eau potable, elle se pose plutôt en limitation de l'utilisation de l'eau insalubre. Parce que la découverte qu'on a faite, nous ne sommes pas à l'origine des professionnels de l'eau, mais nous sommes devenus, en recrutant bien sûr des hydrauliciens pour faire face à ces situations, c'est que l'eau insalubre est probablement la première ou une des premières causes de mortalité dans le monde, du fait des maladies hydriques que véhicule cette eau insalubre. Les chiffres les plus récents qu'évoque souvent Gérard Payen est celui de 3 600 000 personnes qui décèdent chaque année du fait de ces maladies hydriques, du fait de l'eau insalubre, dont 1 500 000 enfants qui meurent de diarrhée. 1 500 000 enfants qui meurent de diarrhée. On ne meurt pas de diarrhée en France, mais on meurt de diarrhée en Afghanistan, en Somalie, en Haïti, par exemple. Donc, pour l'aide humanitaire d'urgence, la priorité des priorités, c'est de réduire la mortalité qui est due à l'eau insalubre. C'est ça la raison d'être de cette action. C'est d'abord de réduire la mortalité, d'abord et avant tout. C'est ça l'urgence pour nous. On n'agit pas pour des raisons de principe ou de confort sur l'accès à l'eau potable. Pour nous, c'est simplement une manière de lutter contre la mortalité des gens qui boivent de l'eau insalubre. Ça, c'est vraiment essentiel.